Et je pense pas avoir fait une connerie, tu vois, en allant là-bas, mais je pense que ça a fait bouger des choses et ça a changé des trucs dans ma façon de voir la vie en général et pas mal l'argent. Potentiellement plus en mal qu'en bien, en fait. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que pour beaucoup de gens, c'est complètement l'inverse, en fait. T'as tellement de gens qui vont aux États-Unis et qui te disent mais c'est un monde de possibles incroyable, c'est génial, j'ai jamais gagné autant de fric de ma vie, et qui vraiment vivent ça à fond. Et moi, j'ai vu juste... Il y a de ça, mais je trouve que les aspects négatifs, ce que tu payes pour avoir cette vie, pour moi, c'est trop cher. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent? Tout simplement. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est donc avec Lucille. Salut Lucille. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Je te demandais si t'étais prête juste avant de démarrer, t'as dit non. Un peu stressée. Mais pourquoi t'es stressée? C'est toi qui as écrit pour venir. Ouais, non, je sais. J'ai peur que ce soit pas intéressant en fait. Ouais, c'est sûr. Parce que vraiment, moi, je fais venir des gens qui vont pas être intéressants. Non, c'est vrai. Franchement, tes podcasts, c'est une catastrophe quoi. Non, mais c'est pour ça que je les écoute tous d'ailleurs. Mais attends, mais j'aimerais bien qu'on creuse un peu là-dessus. Tu m'envoies un message pour me raconter globalement ta vie et ta situation par rapport à l'argent. Moi, je trouve ça intéressant. Je te réponds. Ou alors, est-ce que tu t'es dit, ok, c'est parce qu'en fait, Fab, on se connaît parce que t'as été stagiaire chez Mademoiselle pendant 20 ans. Ouais. Ou tu t'es dit, c'est parce qu'on se connaît qui me fait cette fleur. Ouais, ouais, peut-être. Non, mais non. J'ai un truc de cette syndrome de l'imposteur qui revient à chaque fois. Non, mais non. Vraiment, okay. Même les gens que j'aime beaucoup, s'ils ont pas des trucs intéressants à raconter. Tu les invites pas. Et justement, en fait, t'as vraiment une histoire intéressante parce que tu t'as intitulé ton mail genre Coucou de Hollywood. Ouais. Et en gros, tu vis à Hollywood aujourd'hui. Ouais, à Los Angeles. Tu bosses dans la télé. Oui. Dans le milieu de la télé. T'es scénariste. Je suis scénariste maintenant, ouais. Depuis peu de temps. Ouais, très peu de temps. Tu vas raconter un peu ça. Ouais, je t'ai envoyé le mail dans l'entre-deux. Ouais, t'étais vraiment entre deux. Et en fait, là en plus, t'as une vie un peu intéressante parce que, je sais pas si c'est intéressant, tu vas me dire, mais ton contrat vient de se terminer. Oui. Ouais. C'était pas forcément prévu. Non, pas forcément. La série se termine en fait. Ça a été annoncé. Et du coup, là, la saison qu'on a écrite, ce sera la dernière. Et moi, mon contrat, quand tu signes un contrat standard, c'est un truc de 3 ans. Donc, t'as 3 saisons en gros à peu près garanties, à moins que tu fasses une faute grave et que du coup, ils veulent pas te reprendre. Et du coup, moi, j'ai fait une saison et là, en fait, on finit. Ce sera terminé. Donc, littéralement, demain, c'est mon dernier jour, en fait. Ah là là. Ouais. Et après, je suis au chômage. Merci beaucoup, en tout cas, de venir. Tu m'as pitché plein de trucs. Tu m'as donné plein de pistes qui vont être hyper intéressantes. Parce qu'effectivement, tu vis à Hollywood, donc dans un milieu où on imagine que l'argent coule à flot. Voilà. Mm-hmm. Et j'imagine que c'est le cas pour plein de gens. Ouais. Mais il y a aussi un côté où, en tant que petite main, entre guillemets, c'est pas aussi évident que ça, quoi. Ouais. Et je dis que t'es petite main, mais en même temps, t'es pas petite main. Plus maintenant, en fait. Oui. Scénariste, maintenant, je suis passée scénariste, même si je suis bébé scénariste, je suis niveau staff writer. T'as plusieurs niveaux, t'as une hiérarchie quand même des scénaristes à Hollywood qui est assez spécifique. Je peux les lister si tu veux, comme ça, ouais. Tu pourras regarder sur les crédits des séries quand tu les vois. Yes. Les staff writers, en général, tu les vois pas sur les séries des crédits. C'est une convention qui fait qu'ils sont pas crédités. Après, t'as les story editor, executive story editor. Au-dessus, je crois que tu passes co-producer, producer, co-executive producer, executive producer.
Et voilà. Et executive producer, ça peut vouloir dire plein de trucs. Ça peut vouloir dire scénariste, ça peut vouloir dire showrunner, ça peut vouloir dire un mec qui a donné plein de thunes pour le truc. Mais dans la hiérarchie d'un atelier d'écriture, comme on dit en France, c'est comme ça que ça se passe. C'est la writer room, c'est ça? Ouais, la writer room. Ouais. Et mais t'as plein de gens que tu vois pas, qui sont les assistants en fait. T'as une armée d'assistants pour une salle de scénaristes en fait. Et donc toi, t'as été assistante pendant des années, c'est ça? Ouais, j'ai été assistante pendant presque 3 ans sur la même série. Et j'ai eu beaucoup de bol beaucoup de chance d'être passée scénariste là sur la dernière saison. Mais ouais, pendant 3 ans, c'est dur d'être assistant. Ok, tu vas en parler. Ouais. On va parler de ton rapport à l'argent. Oui. Bien sûr. Oui. Pourquoi t'as voulu venir parler de ton rapport à l'argent? Parce que j'ai l'impression qu'il a vachement changé en fait depuis que je suis passée justement aux États-Unis. J'ai l'impression que ça a affecté mon rapport à l'argent d'une façon que ça l'aurait pas affecté si j'étais restée en France ou même si j'étais allée dans un autre pays d'Europe. Et du coup, je trouve ça assez intéressant parce que la plupart des gens qui disent qu'ils se sont expatriés aux États-Unis, en tout cas de ceux que j'entends, sont super heureux et c'est très bien pour eux. Et vraiment te vendent du rêve et te vendent une vie pleine de possibles, pleine d'ouverture, plein de trucs. The American Dream. Exactement. Ouais. Et moi j'ai pas vu ça en fait. Okay. Et pourtant tu vois, enfin aujourd'hui professionnellement ça m'a vachement aidé. Oui, j'allais te dire. Professionnellement super. Tu voulais devenir scénariste. Ouais. Après le reste. Et tout ce qui est rapport à l'argent et juste qualité de vie quotidienne et juste la vie en général, moi je le vois pas vraiment comme une vie pleine d'opportunités en fait. Okay. J'ai l'impression que ça a plus ça m'a un peu plus fermé, j'ai l'impression de m'être un peu plus renfermée sur moi-même et un peu plus fermé les horizons en fait. Dans quel sens? Genre je stresse beaucoup plus sur l'argent et sur ma vie de tous les jours qu'avant, parce qu'il y a une incertitude quand t'es aux États-Unis et quand t'as pas un job extrêmement stable et que t'as pas non plus un job extrêmement bien payé, parce que l'assistante est pas très bien payée pour le coût de la vie à Hollywood, qui est incomparable avec ce que tu peux avoir en France, parce qu'en France t'as la Sécu. Ouais. Et Pôle emploi. Et Pôle emploi. C'est-à-dire que là, tu vas te retrouver, t'es sur le carreau, là. Je vais me retrouver au chômage. Alors, il y a un chômage en Californie. Soyons honnêtes, il y a un chômage en Californie, mais il est pas... ce que je vais gagner au chômage, je crois, ne couvre pas mon loyer, actuellement. Ah oui. Donc voilà, ça donne une idée. Et c'est 6 mois maximum. Ça peut pas être plus long que 6 mois. Ok. Sachant que, en général, ce qu'on dit pour le deuxième job de scénariste, c'est que c'est le plus dur à avoir. J'ai mis 3 ans à avoir le premier, c'est super. Ouais, il y a des gens qui mettent genre bien 2-3 ans avant d'avoir leur deuxième job, tu vois. Et le chômage, ça dure 6 mois. Ok. Donc t'appréhendes un peu là, j'imagine. Un petit peu, ouais. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 29 ans. Quel âge? Attends, je sais plus. Ok, t'as 29 ans. On peut peut-être aussi parler de ton parcours. T'as fait quoi auparavant pour arriver là? J'ai fait une école de commerce. Ouais. J'ai fait Audencia à Nantes, spécialité majeure culturelle. Et donc après j'ai fait tout un tas de stages à droite à gauche, dont un chez Mademoiselle. C'était trop bien. C'était trop cool. C'était trop cool. On a bossé beaucoup ensemble en plus. Franchement, meilleur stage quoi. Vraiment de tous les stages que j'ai fait. Non, vraiment, j'ai fait un stage chez Canal+. Après, je me suis fait chier. Okay. C'était à la régie aussi. C'était à la régie commerciale, mais il y avait beaucoup moins de. Enfin, je faisais pas grand chose. Je faisais des tableurs Excel quoi. Ouais. C'était cool. Hein, l'équipe était chouette et tout, mais chez Mademoiselle, j'avais l'impression d'avoir des responsabilités. Les stagiaires, on les envoyait sur le terrain. Bah ouais. Genre, je ramenais pas beaucoup d'argent à la boîte mais parce si, que je faisais. Mais oui, non, mais c'était cool parce que genre je savais comment est-ce que j'impactais la boîte directement. Je trouvais ça génial quoi. Ouais, c'est cool. Donc ouais, j'ai fait plusieurs stages et puis après pendant mon stage de fin d'études chez Canal, j'ai rencontré un mec à Paris qui se trouve être américain. Et lui, il avait pour projet déjà de déménager à Los Angeles, il voulait bosser sur les tournages. Et donc du coup, moi j'étais en mode ok, j'ai fini mes études. En vrai, c'est la capitale de l'entertainment. Ouais. Donc je vais essayer de te suivre, on va voir ce que ça donne, tu vois. Ça marche bien entre nous, on va voir si ça continue à fonctionner là-bas. Et donc j'ai trouvé un stage en administration dans une école de français.
donc qui avait rien à voir, mais c'était pour avoir un visa et pour pouvoir voir comment ça marchait avec ce gars. T'es parti là-bas, t'avais pas de boulot en France? Non. C'est ça. T'étais vraiment entre tes... Tu m'avais proposé un taf, j'ai dit non. Bah, je me souviens bien. Mais c'est de sa faute, parce que je voulais partir là-bas. Alors là, franchement, moi, je respecte. De ouf. Ouais. Donc, j'aurais pu avoir un boulot en France, mais je ne l'ai pas pris. Et donc, ouais, on est parti là-bas. Et donc, j'ai fait ce stage pendant 1 an. Et puis après, bah, c'était un peu grosse décision de, OK, est-ce que ça marche bien entre nous? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que mon visa se termine. Et puis aux États-Unis, ton visa se termine, tu rentres chez toi. Hein. Donc, on a pris la décision de se marier pour que je puisse rester. Donc, on s'est mariés. Après, t'as une période de battement où t'as pas le droit de bosser parce que t'es en attente de ta carte verte et tout. Donc, ça a duré genre 7-8 mois. Où bon, j'ai fait des babysitting au black, quoi. Et puis, après ça, j'ai recontacté une des profs de français de l'Alliance française en lui disant « Coucou, ça y est, j'ai ma carte verte. Voilà, mon domaine d'expertise, c'est ça. Est-ce que tu as certains de tes élèves, je sais que tu m'avais dit que je pouvais te contacter et tout, est-ce que tu as certains de tes élèves qui... c'est une école pour adultes, pardon, ouais. qui bossent du coup dans ce milieu-là, en fait. Ouais. Et elle en avait un qui bossait chez ABC Studio. Et elle lui a filé mon CV, et lui, après, a filé mon CV à quelqu'un d'autre chez ABC. Enfin bref, mon CV est passé à droite à gauche, et j'ai été embauchée en tant que PA, que Production Assistant, sur la même série sur laquelle je bosse maintenant. C'est une série qui s'appelle A Million Little Things. Et donc voilà, j'étais leur PA, donc c'est pour les scénaristes. Donc en gros, c'est la personne qui va chercher le café, qui va chercher à manger, qui fait attention à ce que tout soit fourni en termes de fourniture de bureau, de stylos, de trucs et de machins, ce qui fait un peu toute l'administration du bureau, quoi. Ok. Ouais. Et ça, c'est un job à plein temps? Ça, c'est un job à plein temps, ouais. Okay. Non, mais c'est un job à 60 heures par semaine, ouais. Ah ouais. Tu bosses 12 heures par jour, à peu près. Waouh. En général, t'es payé à l'heure. Moi, quand j'ai commencé, j'étais payé $15 de l'heure. Et ouais, t'es payé à l'heure, et puis de toute façon, en fait, t'es la première à arriver sur place le matin, pour tout ouvrir, pour vérifier que tout est bien. Et en général, t'es la dernière à partir. Parfois, t'es pas la dernière si jamais ils te laissent, ils restent dans leur propre bureau et ils te disent, bon, c'est bon, on n'a plus besoin de grand chose. Mais souvent, quand je dis t'amènes le déjeuner, t'amènes aussi le dîner parfois, tu vois. Donc ouais, non, ça c'est marrant, tu vois, parce que tu cours partout, tu passes ton temps à aller à droite à gauche. Et donc ça, j'ai fait ça pendant la saison 2, un peu on and off, parce qu'il y a eu un moment où je suis partie parce qu'on s'est mariés en France derrière, et donc du coup je suis partie pendant genre 3 mois. Je voulais partir 2 semaines et ils m'ont dit bah non, en fait tu peux pas prendre de vacances. Je fais bah tant pis, je me casse, je ferai autre chose de ma vie, tu vois. Et du coup après j'ai fait d'autres choses, j'ai bossé sur d'autres tournages, et ensuite ils m'ont rappelé parce qu'ils ont quelqu'un qui est parti, et ils ont dit bah en fait tu bossais bien, donc est-ce que tu veux revenir? Donc je suis revenue. Et après saison 3, il y a eu le Covid. Donc on s'est retrouvés à faire tout ce qu'on faisait dans un bureau, fallait le faire sur Zoom d'un coup. Et ils m'ont quand même réembauché, alors que mon job c'était littéralement que du physique, tu vois, donc j'avais rien à faire. Mais j'étais contente parce que j'avais un boulot. Enfin, j'étais la seule personne de tout Los Angeles à avoir un boulot d'assistante en mai 2020, quoi. Ouais. Et en fait, ils avaient embauché un mec sur cette saison-là qui était devenu numéro 2 de la Writers' Room. Et en fait, il l'entraînait, il le formait pour qu'il devienne numéro 1 si jamais on avait une saison 4 derrière, pour qu'il devienne showrunner. Et en fait, étant numéro 2, il était en mode j'ai trop d'emails, je m'y perds en fait, je suis paumée, quoi. Et l'assistante du showrunner, elle était en mode ouais, mais moi mon boss j'ai suffisamment de trucs à faire avec lui, je peux pas en plus te gérer toi, quoi. Donc du coup je dis bah coucou, moi je fais rien, est-ce que je peux t'aider sur tes emails, tes trucs et tes machins? Du coup il m'a pris en tant qu'assistante, et je suis restée avec lui, ça s'est bien passé. Et quand il est passé showrunner saison 4, du coup je suis restée avec lui en tant que son assistante, donc je suis passée assistante du showrunner. Et j'ai fait ça toute la saison 4. Et ça s'est super bien passé. J'ai écrit un scénario à moi pendant cette saison-là. Et je lui ai présenté, je sais plus, en genre septembre, je lui ai envoyé mon scénario en lui disant coucou, si jamais il y a un scénario qui passe et qu'on peut filer un freelance, voilà, c'est ça que je peux faire. Est-ce que tu crois que j'ai le niveau, quoi? Et il m'a dit ouais, carrément, il est trop bien ton scénar. Et donc ils m'ont donné un épisode,
les épisodes s'écrivent à 2 dans notre série, donc du coup j'ai eu un co-write avec quelqu'un d'autre. Donc j'ai eu un épisode de produit sur la série. Et après, quand on a eu le renouvellement pour la saison 5, je lui ai dit j'aimerais bien passer scénariste. Et là ça a été un peu compliqué parce qu'on n'avait pas le budget, parce que j'étais un peu la dernière à demander. Et puis aussi parce que je bossais très bien en tant qu'assistante et du coup il avait pas très envie d'avoir quelqu'un d'autre, tu vois. J'étais sa première assistante en plus, donc il était un peu en mode comment ça va se passer avec quelqu'un d'autre. Donc ça a été assez compliqué, psychologiquement aussi, parce que en plus je voyais tous ces emails passer. Et tu voyais les candidatures, j'imagine. Ah non, tu vois pas les candidatures parce que ça se passe pas vraiment comme ça. C'est des trucs qui se font par agent, par studio. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais genre entre la saison 5 et la saison 4 et la saison 5, j'ai eu 3 semaines off. Et quand je dis off par rapport à l'argent, je suis pas payée. Hein. Oui. Il y a pas de vacances payées dans ce milieu. Où du coup je suis partie. Enfin, on est parti en Irlande avec mon mec et c'était trop bien. Et là, pendant que j'étais en Irlande, je vois des mails passer toujours de mon boss sur mon téléphone, parce que c'est moi qui ai créé son adresse mail, donc j'ai accès, tu vois. Où je vois la liste des scénaristes pour la saison 5 et je suis pas dedans, tu vois. Je suis putain, ok. Donc faut que je refasse une année encore comme ça. Je sais pas si je peux, quoi. Juste physiquement, je crois que je pouvais pas. C'est un peu le moment où je t'ai envoyé le mail. J'étais pas... Je crois que j'étais pas loin du burn-out, en fait. Ok. Genre, psychologiquement, physiquement. Juste les semaines de 60, 80 heures. Genre, je pouvais plus, quoi. En plus, j'avais ma pote qui était, elle, l'assistante du créateur du show, qui, elle, était sur la liste. Donc, j'étais en mode, elle a commencé après moi. Enfin, je l'adore, tu vois, je suis trop contente qu'elle soit passée ses scénarios, c'est parce qu'elle le mérite 100 fois. Mais il y avait un truc un petit peu de... Elle a commencé après moi et elle passe et moi je passe pas, tu vois. Genre je sais pas à quel point j'ai envie de revenir pour ça, quoi. Ok. Voilà, ça fait très très long parcours. Non mais donc t'as fini par y arriver, quoi. Oui, au final, ouais, genre dernier moment, ça faisait 1 semaine. En plus on avait repris. J'avais décidé que j'allais démissionner si jamais je passais pas, mais j'avais pas eu de réponse définitive de mon boss en fait. J'avais vu la liste. Et quand je suis revenue d'Irlande, je lui ai demandé, je dis voilà, comment ça se passe et tout, machin. Il m'avait renvoyé un message vocal où il me parlait de tout sauf de ça. Du coup, j'étais en mode, mais il se fout de ma gueule, quoi. Il pense que je lui demande quoi. Et donc, du coup, bah, ouais, ça passe. On a fait 1 semaine en présentiel avant que tout le monde commence. Et j'étais toujours son assistante et j'étais en mode j'ai pas eu de réponse définitive encore, donc je peux pas lui dire que je démissionne juste comme ça, quoi. Et 2 jours avant que la Zoom complète commence, juste il débarque dans la salle en disant c'est bon, j'ai eu le budget, on peut te passer scénariste, quoi. Ah oui, il attendait en fait, c'est ouais, ça. Ouais. Okay. Et en fait, je pense que ces mails-là, je crois qu'il a fait exprès de les faire passer sur son email perso pour pas que je les voie. Mais du coup, j'étais pas bien pendant cette semaine, c'était l'enfer, quoi. J'étais en mode ok, je veux démissionner, sauf si par miracle ça marche. Et je l'ai dit à personne. Faut que je trouve quelqu'un, faut que je forme quelqu'un. Enfin bref, c'était pas drôle, mais Est-ce que tu peux, pour revenir un peu à l'argent, raconter un peu d'où tu partais en termes de salaire quand tu étais assistante et où ça t'a mené en tant que scénariste? Ouais. Bah, du coup, t'es payé à l'heure en tant qu'assistant. Donc moi, quand j'ai commencé, j'étais payé $15 de l'heure. J'ai réussi à monter jusqu'à 18, saison 4, $18 de l'heure, et puis après 20. Et alors là, il y a tout un truc avec les... Quand t'es payé à l'heure et que tu fais 60 heures par semaine, ils te filent 60 heures, enfin, ils te filent... Non, t'es payé à ton taux horaire pendant les 40 premières heures. Et après, t'es payé 1,5 fois ton taux horaire entre 40 et 60 heures. Okay. Et t'es payé 2 fois ton taux horaire si tu fais plus de 60 heures. Et donc, du coup, au total, j'étais payée à peu près... quand je faisais 12 heures par semaine, j'étais payée à peu près $4,000 par mois. Ça faisait $1,000 par semaine, parce que t'es payé à la semaine, du coup. Et anecdote... aussi qui faisait que j'en avais ras le cul et je voulais partir, c'était que
quand j'ai commencé, je faisais partie des assistants qui étaient les mieux payés, en fait. Quand j'étais l'assistante de Terry saison 3, j'étais dans les mieux payés. Et après, les autres assistants, qui sont donc ce qu'on appelle le script coordinator et les writer's assistant, donc c'est ceux qui prennent toutes les notes dans la writer's room, se sont syndiqués, en fait, sont passés sous l'aile d'un syndicat. Et il y a eu toute une... ils ont failli faire grève, ce syndicat à Hollywood, ça a été tout un truc. Et du coup, ils ont augmenté leur salaire minimum. Et comme ils sont syndiqués, les studios sont obligés de leur augmenter leur salaire minimum. Donc eux, ils sont passés à 24,5 en salaire minimum. Et moi, j'étais en mode, vous êtes gentils, mais en termes... Les script coordinators, ils ont énormément de responsabilités et franchement, ils devraient même pas être considérés comme assistants. Mais en termes de responsabilité, j'ai plus de responsabilités qu'un writer's assistant et j'étais payée genre $6 de l'heure de moins, tu vois. Je suis en mode, c'est pas normal en fait. Donc je demande au studio et le studio me dit juste, bah non. De toute façon, t'as pas de syndicat derrière toi pour te défendre en fait, donc qu'est-ce que tu vas faire? Et donc du coup, ouais, c'était un peu... Mais ça t'a pas donné envie de te syndiquer? Tu peux pas. Tu peux pas. Alors c'est un truc dans ce milieu où en fait les syndicats fonctionnent plus comme des guildes que comme des syndicats. Oui. Et en fait certaines professions sont syndiquées. Okay. Et donc quand t'es dans la profession, t'es automatiquement syndiqué. Mais par contre quand tu n'es pas dans cette profession-là, tu peux pas en fait. Tu peux pas dire bonjour, j'aimerais vous rejoindre quoi. J'aurais bien aimé. Donc ouais, ça faisait un peu partie aussi des trucs où j'étais en mode, je me fais même pas payer ce que je vaux techniquement, parce que aussi la vie à Los Angeles est extrêmement chère. Tu vois, $4,000, ça paraît beaucoup. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est que ça paraît un gros salaire, mais sans doute à Los Angeles, c'est petit en fait. Le salaire, j'ai regardé ce matin, le salaire moyen d'un Américain, c'est 60 000 par an. Et j'étais à peine là, et je suis dans une des villes les plus chères des États-Unis, tu vois. Mon loyer est à $1,700 par mois. Après, t'étais obligé d'avoir... merci le Covid, du coup, j'étais plus obligée d'avoir une voiture, mais normalement, t'es obligé d'avoir une voiture pour ton job. Oui. Los Angeles, il y a 0 transport commun. Il y a des bus, mais ils sont tout le temps en retard. Il y a genre 3 lignes de métro, alors que la ville fait 17 fois la taille de Paris. Enfin, je veux dire, c'est un délire, quoi. Et tout coûte cher. J'ai vu, il y a pas longtemps, un classement des villes les plus chères au monde. Et Los Angeles était genre 15 places devant Paris, tu vois, un truc comme ça. Donc, pour donner un ordre d'idée. Ouais. Et là, ça augmente de plus en plus parce que, pour tout le monde, en fait, la vie augmente de plus en plus avec la guerre en Ukraine et tout, l'inflation. Ouais. Et alors, ça a été quoi le saut en termes de rémunération quand t'es passé scénariste? x3. Ah oui. J'ai fait x3. Ça te change la vie, là? Ouais. Là, pendant 20 semaines, parce que mon contrat, c'est 20 semaines, j'étais payé $3,000 la semaine. Alors que j'étais payé $1,000 avant. Et j'ai pas d'obligation de travailler 12 heures par jour. Oui. Donc j'ai retrouvé une vie normale, en fait, où je bosse des horaires classiques. Enfin, genre globalement, je bosse plus ou moins de 8h à 18h, quoi. Enfin, c'est... Donc j'imagine que la pression burn-out est redescendue aussi. Ouais. Etc. Ouais. Ok. Donc ouais, non, c'est fou. Et puis... Et aussi, je vais passer, du coup, je suis passée WGA, Writers Guild of America. Donc, c'est le syndicat des scénaristes aux États-Unis. Et comme ça, je vais avoir l'assurance de la WGA. Ce qui est un énorme soulagement parce qu'actuellement, je suis sous l'assurance de mon show. Et mon show s'arrête. Donc, mon assurance s'arrête. Ouais. Donc après, si tu vas... tu peux plus aller chez le médecin, quoi. Ouais. Ça coûte tellement cher, en fait. Et tu peux prendre une assurance privée, mais t'en as pour, je sais pas, mon mec il prend justement une assurance du marché pas cher, et je crois qu'on paye, je sais plus, peut-être genre 80 balles par mois, un truc comme ça pour son assurance, mais il y a rien dedans en fait. Donc s'il a le cancer demain, on est en dette, c'est direct. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir à la première question? Ouais. Sur ce que dit l'argent, si je te dis argent, ce que ça évoque pour toi, et peut-être faire un avant-après ton expatriation. Ouais. Qu'est-ce que c'était avant? Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Je pense que c'était l'indépendance. Okay. Avant, c'était un peu l'idée de je vais être indépendante financièrement de mes parents, et c'est top.
Tes parents t'ont payé tes études? Mes parents sont... Ouais, j'ai énormément de chance, je suis énormément privilégiée, il faut que je le souligne. Mes parents m'ont payé mes études et ils m'ont même aidé la première année où j'étais aux États-Unis parce que j'étais payée $500 par mois. J'étais payée stagiaire français en fait, mais genre à Los Angeles. Donc ils m'ont aidé pour toute cette première année et c'était, enfin vraiment, je leur en serai toujours reconnaissante quoi. Ils viennent d'où? Ils font quoi tes parents? Ma mère est instite et mon père est franchisé dans la restauration. Ok. À la base, il était ingénieur en électronique. Il a été directeur informatique de grosses boîtes et il s'est reconverti il y a quelques années et il est franchisé dans la restauration maintenant. Il y a des McDo, tu veux dire? Non, il a pas fait McDo. Il a fait KFC et maintenant il est sur une autre marque. Ouais. Ok. Ça, c'est marrant comme parcours. En faisant de l'informatique. Mes deux parents se sont reconvertis. Ok. Ma mère était comptable à la base. Ah oui. Ouais. Et quand j'étais petite, elle a pris congé maternité parce qu'on est 3 enfants. Il y a ma petite sœur et mon petit frère. Ouais. Et quand ma sœur est née, ou quand mon frère est né, je sais plus. Là, je sais plus exactement. Elle a arrêté de travailler pendant quelques années. Et après, elle a préparé le concours pour passer un stit quand elle a repris. D'accord. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi, l'argent? Aujourd'hui, c'est l'anxiété. Ah ouais. Ouais. Ouais, parce que il y a un manque de certitude sur ce que la vie va être en fait. Et du coup, aujourd'hui, l'argent qu'on a, je vais pas dire l'argent que j'ai parce que j'ai un compte commun avec mon mari. C'est intéressant. Je sais. Mais alors, la raison principale pour laquelle on a un compte commun, c'est qu'on n'a pas du tout eu besoin de réfléchir à comment organiser notre argent parce que pour l'immigration, pour obtenir la carte verte, etc., t'es pas obligé, mais c'est une énorme preuve que c'est un vrai mariage en fait, si t'as un compte commun. Donc du coup, nous on était jeunes, on n'avait pas de thunes, et on a fait bah oui, on va se mettre en compte commun. Enfin, je veux dire, ça va permettre d'avoir une vraie preuve tangible pour l'immigration, pour leur dire non, c'est un vrai mariage, tu vois. Donc ouais, notre argent est sur le compte et juste il bouge pas. Il est là. Et donc on garde l'argent sur le compte, tu vois, et on n'ose pas, on investit dans rien. Tu vois, j'ai 29 ans, il en a 32. Il est freelance aussi, lui, c'est ça? Il bosse dans le ciné, mais... Il a bossé dans le ciné et lui a fait un burn-out. Lui, il était en production sur les tournages. Et c'est pareil, 12 heures par jour, c'est le minimum que tu fais. Il a fait un tournage où c'était vraiment... Ça l'a complètement tué, quoi. Il faisait des journées de 14-18 heures. Hein. C'était un enfer, ce truc. Mais bref... il se reconvertit maintenant dans le développement de jeux vidéo. Ok. Donc en ce moment, il bosse pas. En ce moment, il fait une formation. Donc en plus, en ce moment, je suis la seule à gagner de l'argent. Oui. Et ouais, on a, je pense, mis pas mal d'argent de côté par rapport à ce que beaucoup de gens font, tu vois. Je crois que je vais lui demander si j'avais le droit de le dire. Je crois que j'ai le droit de le dire. Bah non, je sais pas. Enfin, c'est votre compte commun. C'est notre compte commun, bien sûr. Vois. Tu me dis ce que tu penses des comptes communs. On a 30 000 de côté sur un livret épargne et on a à peu près pareil sur le compte courant. Donc ouais, on est entre 60 et 70 000 dollars. Le dollar est merdique en ce moment. Quand je viens en France, c'est l'horreur. C'était plus sympa avant. Et juste, ouais, cet argent, il est là, quoi. Et il va pas bouger, parce que si demain, il y en a un de nous deux qui est malade, je sais pas ce que ça donne, quoi. Si tu vas à l'hôpital, tu sais pas avec combien tu vas ressortir. Mais donc, tu vis en permanence avec cette peur de, si ça tombe, l'un de nous deux va devenir malade. Va tomber malade. Ouais. Et je sais que c'est un peu... c'est bête parce que t'as une culture du crédit aux États-Unis qui est énorme. C'est hyper facile d'emprunter. D'ailleurs, j'ai une carte de crédit parce que t'es obligé d'avoir une carte de crédit en fait pour exister auprès des institutions financières aux États-Unis. Tu as ce qu'on appelle un credit score, un score de crédit. Et pour ça, il faut que tu empruntes et que tu rembourses pendant pendant toute ta vie en fait. Et du coup, c'est ça qui construit ton score de crédit. Donc quand on est arrivé, il a fallu qu'on prenne des cartes de crédit et tout. Et nous, on n'est pas du tout dans cette mentalité-là, tu vois. On est bon petit français, genre on va pas dépenser ce qu'on n'a pas, quoi.
Tu disais que ton mec est américain, mais il a grandi, il a été élevé. Oui, il a grandi France. en France, ouais. Ses parents sont deux ex-militaires américains et son père était basé à l'ambassade de Paris quand lui avait 5 ans. Et après, ils sont restés en France, en fait. Donc finalement, il n'a pas beaucoup la culture américaine. Non, pas tant que ça. Il a fait ses études supérieures aux États-Unis. Mais il a pas, c'était comme moi, tu vois, on est arrivé et lui non plus n'avait pas de score de crédit, ce qui est un truc, normalement, il y a que les étudiants et les enfants qui n'ont pas de score de crédit, tu vois. Donc quand on arrivait pour demander à louer un appart, quand on a voulu changer d'appart, ils étaient tous en mode, bah non, il est où votre crédit score, en fait? On fait, ok, on va peut-être changer d'appart que dans 1 an, du coup, parce qu'il faut qu'on construise ce truc. Donc on a pris des cartes, tu reçois des cartes de crédit par mail, par courrier. Les gens, ils t'envoient des cartes de crédit par courrier. Ouais. Pour te pousser à la consommation. Enfin, c'est fou, quoi. J'ai un épisode qui est pas encore sorti, mais qui sera sans doute sorti quand ton épisode sortira avec Jeanne, qui raconte, pareil, son mec américain. Elle a un mec américain qui prend des crédits de carte, en veux-tu, en voilà, et c'est sa culture, quoi, tu vois. Et elle est hyper, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, moi, ça me fout les jetons, ça. Je me dis, mais non, mais après, faut les rembourser, ces trucs-là, tu vois. Genre, je veux pas. Nous, notre carte de crédit, on a mis Netflix et Amazon dessus et on a mis des paiements automatiques, comme ça, on n'a pas besoin d'y penser, tu vois. Oui, j'allais dire, c'est juste une autre façon de consommer, et de s'organiser, quoi. Oui, pour ce que nous, on en fait. Mais là, en plus, on est passé de carte de crédit, on avait une carte de crédit bloquée, qui est une carte de crédit de bébé, hein, c'est les trucs pour les étudiants. Ouais. Mais c'est la seule chose qu'on pouvait avoir au début. Donc elle était bloquée, je crois, à 200 balles quand on l'a pris. Je crois que c'était bloqué à 200 balles. Et puis au bout de genre 2 mois, d'un coup, ils ont dit finalement c'est 2000. Et au bout de 6 mois, ils ont fait finalement vous pouvez emprunter 10 000. Genre, c'est au fur et à mesure où ton crédit score se construit, c'est ça. Mais te font de plus en plus confiance. Fou, la vitesse, quoi. Et du coup, au bout de 1 an avec cette carte-là, on est passé sur la carte de crédit de notre banque, qui nous avait refusé à la base. Et maintenant, elle est, je crois qu'il n'y a pas de plafond. Ok. T'imagines, il n'y a pas de plafond. Genre, je pourrais emprunter 200 000 balles là demain si je veux, quoi. Je sais pas si je peux les rembourser réellement. Personne sait si je peux les rembourser, mais j'ai le droit. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est dingue. T'as vu The Big Short? Je sais pas si c'est en rapport avec ça d'ailleurs, j'en sais strictement rien. Mais... Ouais, je l'ai vu, ouais. Mais, avec la crise des subprimes, je trouve que c'est plutôt bien expliqué toute la course au crédit des ménages américains et à quel point l'économie c'est basé là-dessus. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui ou s'ils ont foutu un peu des barrières ou des garde-fous, mais... Bah si, c'est toujours le cas aujourd'hui. Après, la crise des subprimes, c'était beaucoup avec l'immobilier aussi. Mais t'as du crédit partout, en fait. C'est vraiment partout et ça fait partie vraiment intégrante de la culture là-bas. Et moi, ça me stresse. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que... je ne sais pas à quel point les Américains vivent avec la peur de tomber malade comme tu peux l'avoir, toi, quoi. Je pense pas. Ok. Mais après, je pense aussi qu'ils envisagent pas forcément une autre façon de vivre. Donc, du coup, c'est pas une peur qu'ils ont pu avoir. Genre, quand t'es né dans un système, tu te rends pas forcément compte qu'il y a d'autres systèmes qui peuvent te faire vivre différemment, tu vois. Pour eux, ça paraît logique que quand tu perds ton travail, tu perds ton assurance santé. Ça paraît logique que tu ne peux prendre une assurance santé qu'en novembre. Parce que, voilà, donc si tu as décidé que tu voulais changer... alors, tu peux prendre une assurance santé un autre mois si jamais tu viens de perdre ton assurance santé. Mais si t'as pas un événement majeur de changement de vie, c'est comme ça qu'ils s'appellent ça, tu n'as pas le droit de changer ton assurance comme ça en mars si t'as envie, quoi. T'as une période spécifique. Et je sais pas, pour eux, ça paraît normal, en fait. Et moi, je trouve ça fou. Et j'ai du mal à m'y faire. J'ai beaucoup de mal à m'y faire. Mais en fait, moi, j'ai envie de te dire, moi, je trouve ça fou qu'en tant que Français, on n'ait pas conscience de la chance qu'on a. Du système dans lequel on vit, en fait, tu vois. Et moi, je sais plus si je l'ai déjà raconté dans ce podcast, mais moi, il y a vraiment un truc qui m'a fasciné le jour où ma fille est née. Je me suis pointé je me suis pointé au guichet à l'accueil de l'hôpital, tu vois, l'hôpital public et tout, en leur disant combien je vous dois. La meuf a ri, quoi. Et normal, en fait, elle a dit non, mais c'est gratuit, hein. J'ai fait en fait, vous venez vraiment de donner naissance à ma fille et en fait, ça a été génial et l'accompagnement est fou et tout. Et en fait, c'est gratos. Elle m'a fait ouais. Je crois que t'es quasiment dans les 20 000 balles pour avoir un enfant. Ouais. C'est 15 000 $. J'ai une amie qui a accouché là-bas, c'est 15 000 boules. Ouais.
Et c'était juste l'accouchement, les 15 000 C'était juste l'accouchement, oui. Ouais, donc tout le suivi derrière, c'est pareil. Ouais. Ouais. Mais tu vois, je trouve que il manque peut-être un truc en France. D'éducation sur ce qu'on a. Mais c'est ça. Et en fait, Ouais. pour moi, l'éducation, elle passe par qu'on te file une facture, tu vois, avec reste à payer 0, et qu'en fait, tu saches que, moi, j'aurais bien aimé savoir combien a coûté Ouais. l'accouchement. Alors, j'imagine, tu vois, il y a aucune raison que ça coûte moins cher qu'aux US. Donc, sans doute entre 10 000 Je et crois- 20 000 euros, tu vois. Peut-être, il y a, alors, je sais pas exactement, mais c'est possible que ça coûte un peu moins cher parce qu'aux US, tout est privé aussi. Mm. Du coup, t'as une course au prix qui est, je pense, après, il y a beaucoup de choses qui sont privées en France aussi, mais du coup, enfin, tu vois, t'as des régulations d'État que t'as ici que t'as pas là-bas, quoi. Bah écoute, si quelqu'un qui dirige un hôpital public écoute ce podcast, qui n'hésite pas à me dire combien coûte un accouchement, moi ça j'aimerais savoir. Pour Ouais. moi. Mais de la même façon, tu vois que quand on est étudiant, je crois qu'un étudiant français dans une université, ça coûte autour de 15 000 euros par an, quoi. Ouais. Mais on n'en a jamais conscience en tant qu'étudiant, quoi. Non. Si on t'envoyait au début de l'année, voilà en fait combien tu coûtes, et puis mais en revanche tu payes 0, quoi. Ouais. Pour moi ça te donnerait psychologiquement un vrai truc de ok, ça coûte cher Ouais. comme ça les études, quoi. Ouais, non, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que, enfin, c'est aussi pour ça, je pense que l'argent maintenant, c'est un peu l'anxiété pour moi, c'est que ça, et c'est aussi genre enfin pas une cage, tu vois, mais je me sens un peu oppressée par ça parce que j'ai l'impression que ma vie est un peu en pause maintenant. Genre, il y a un côté, tu vois, genre on se pose des questions, est-ce qu'on veut des enfants? J'ai 29 ans, c'est un peu le moment de se poser la question. Et en fait, actuellement, je me dis, de toute façon, je ne veux pas avoir des enfants aux États-Unis. Donc, en fait, la question est en pause. Mais c'est en rapport avec l'argent. Un peu, ouais. Il y Ok. a un côté un peu en rapport avec l'argent, tu vois, et il y a un côté aussi en rapport avec beaucoup d'autres choses, Oui. culture, sécurité, etc. Mais genre, je sais pas, l'idée de devoir payer $20 000 juste pour avoir le droit d'accoucher dans un hôpital, ça me paraît fou, quoi. Alors que Et peut-être que ça me coûtera rien, tu vois, si j'ai une assurance, si j'ai une bonne assurance. Oui. La plupart des gens, enfin, pas la plupart des gens, mais il y a beaucoup, d'ailleurs, pas du tout la plupart des gens, je crois qu'il y a presque 40% des gens aux États-Unis qui n'ont pas d'assurance du tout. Mais quand t'as une bonne assurance, ça te coûte rien non plus. Si t'as un bon boulot. Stable. ouais. C'est-à-dire que t'as pas aujourd'hui, quoi. Pas vraiment. Après, là, je vais passer ce que je te disais sur l'assurance de la WGA. Ouais. Qui, du coup, si je gagne un certain montant dans l'année, l'assurance est valable pour 1 an. Ok. Donc là, j'ai gagné un certain montant cette année en 2022, donc je vais avoir une assurance pour tout 2023. Et c'est une bonne assurance. Genre là, je passe à une assurance que j'ai jamais eu un truc comme ça avant, en fait. Donc ça, c'est cool. Mais si je trouve pas de boulot l'année prochaine, je l'ai pas, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc de, au-delà de l'aspect de l'argent il y a aussi cet aspect de freelancerie, en fait, tu vois, Oui. d'indépendance qui est un truc aussi sur lequel il faut apprendre à surfer, quoi. Ouais. Et ça c'est nouveau aussi pour moi. Et Mm. c'est clair que j'ai du travail à faire là-dessus et je le sais, j'en ai conscience. J'ai fait une école de commerce pour être sûre d'avoir un boulot, tu vois. Et je suis partie en freelance oui. saltimbanque. Ouais. Donc ça, je sais qu'il faut que je me calme là-dessus. Il faut que j'apprenne justement à gérer un peu plus l'incertitude. Mais alors ouais, il y a une question qui est toujours intéressante entre liberté et sécurité. Ouais. Parce qu'en gros, là, ce que tu es allé chercher, c'est de la liberté. Mm. Et au prix de cette liberté, t'as moins de sécurité. Ouais, complètement. Au nom de cette liberté. Et t'as la sensation que si t'avais eu un job stable, avec plus de revenus, t'aurais été plus heureuse? Parce que c'est une Je sais voie, pas si c'est une voie que j'aurais... t'as fui, quoi, finalement. Ouais, non, je pense pas que j'aurais été plus heureuse. Mais je pense que j'aurais eu un rapport différent, tu vois, à l'argent. Et c'est juste que... Il y a parce que même être freelance en France, t'as quand même un certain filet de sécurité. Même s'il est plus éloigné, tu vois, que si jamais t'avais un job en CDI. T'as la sécu, tu veux Mais dire. oui. Et même, enfin, t'as le régime des intermittents du spectacle, t'as du chômage qui est proportionnel à ce que t'as gagné avant. T'as des transports publics si t'es à Paris ou si même dans n'importe quelle grande ville. Enfin, t'as beaucoup de choses qui permettent d'avoir différents choix de vie. En fait, tu peux faire plus de choix, j'ai l'impression, dans la façon dont tu veux vivre ta vie et dans ta qualité de vie, au final,
que là où je suis actuellement. Et encore une fois, je veux pas que tous les Français des États-Unis pètent un plomb sur moi, tu vois. C'est top pour qui ça marche, tu vois. Et j'ai des potes français qui ont déménagé aux États-Unis, vraiment, et pour eux c'était intentionnel et ils sont super heureux d'être là, tu vois. Et c'est génial. Pour toi aussi, c'était intentionnel. Ouais, j'avais pas spécialement prévu d'y rester aussi longtemps en fait. Okay. Enfin, c'était un peu un coup de tête, tu vois. Genre, j'avais rencontré un mec, je voulais voir si ça marchait avec lui, quoi. Ouais, et puis en même temps, tu voulais devenir scénariste, non? À la base, j'étais pas sûre en fait. Je savais pas si je voulais bosser en production, si je voulais bosser dans le scénario. J'étais pas trop sûre. Mais je voulais bosser dans ce milieu, en tout cas, ça c'est sûr. Et j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, je sais pas si je serais plus heureuse, mais j'ai vraiment l'impression que aux États-Unis ou en tout cas à Los Angeles, t'as juste un choix en fait, et si t'arrives pas à le faire marcher, tu vas juste te casser la gueule en fait. Et y a personne pour te rattraper derrière si tu te casses la gueule. T'as plus l'impression d'être tout seul, d'une certaine manière. Enfin, pour moi. Ok. Après. Tu disais que tu t'étais un peu restreint, c'est ça? Enfin, je sais pas quel terme t'as utilisé exactement, mais... Ouais, je me sens un peu plus oppressée sur tous ces sujets-là, parce que... parce que je commence à m'intéresser en fait à ce que je veux faire de mon argent, à ce que je veux faire de mon avenir, et j'ai l'impression actuellement, avec toute l'incertitude qui va avec, du coup j'ose pas faire quoi que ce soit avec, et du coup j'ai un peu l'impression, tu vois, d'être enfermée chez moi et de juste de compter mes sous, genre comme l'oncle Picsou, quoi. Ouais. Et ça te fait chier ou ouais, ça me fait chier, ouais. Tu sais, j'écoutais ton podcast qui est sorti il y a pas longtemps sur j'ai oublié son prénom, mais il a fondé Goodvest. Ouais, Joseph. Et je trouvais ça trop intéressant, tu vois. Et ça fait partie des choses que j'aimerais bien pouvoir faire. Et sauf que là où je suis, l'idée de bouger de l'argent, l'idée d'investir dans quoi que ce soit, je me dis, mais après je fais quoi s'il y a un pépin, tu vois. Et c'est con, parce que même aujourd'hui, s'il y a un pépin demain, en vrai, de toute façon, je me retrouve potentiellement en dette. Et tout est relatif, parce qu'on a des parents qui peuvent nous aider de toute façon. Donc en vrai, j'ai un filet de sécurité aussi. J'allais te dire, c'est impossible que tu n'aies pas de filet de sécurité. C'est impossible pour moi de pas avoir de filet de sécurité, parce que j'ai un filet de sécurité parentale, mais j'ai pas envie de demander de l'argent à ma famille ou à la famille de mon mari, tu vois, pour... Enfin, c'est bon, j'ai 29 ans, en fait, je veux pouvoir m'en sortir toute seule, tu vois. Même en sachant que j'ai ce filet de sécurité qui est quand même génial, mais... Et quelque part, j'ai un peu l'impression que tu t'empêches de vivre. C'est possible, ouais. Enfin, je sais pas, c'est une question, hein, c'est... Ouais. On fait des trucs, tu vois, mais c'est vrai qu'on fait pas mal gaffe à ce qu'on dépense. Là, pas tant ces derniers mois, parce que du coup, je gagnais pas mal d'argent. Mais là, on commence un petit peu plus à faire attention. Après, on a eu des grosses dépenses récemment, parce que on avait un petit chat. Ouais. Qu'on a eu en 2020 pendant le Covid, et il a été malade quasiment toute sa vie. Et il y a eu des hauts et des bas, et ça a été très compliqué. Il est décédé il y a 1 mois et demi. Et mais tu vois, je faisais le calcul tout à l'heure dans le métro en venant. Je crois qu'on a dépensé probablement entre 10 et 15 000 $ juste en soins vétérinaires et en médicaments et en tout ça, tu vois. Et donc, si t'as ça pour un animal, tu te dis, ça fait quoi si moi je suis malade? Ceci dit, en France, c'est un peu pareil. Hein. Ouais. Si t'as un animal malade, ça peut très vite... Ça peut coûter cher, ouais, je sais. Revenir très cher, quoi. T'as pas la sécu des animaux? Non. Tu peux prendre des assurances, mais... Ouais. Bon, on l'a pas fait quand il était tout petit, et après, une fois qu'il est malade, tu peux plus prendre d'assurance. Donc, ouais. J'ai l'impression que j'ai l'impression de pas arrêter de cracher sur des trucs qui en vrai sont super, et que beaucoup de gens apprécient énormément, et je suis désolée. Mais t'es désolée de quoi? Juste de pas réussir à bien le vivre, en fait. Tiens, je devrais. C'est super. Ma vie, elle est top, en vrai. Je sais pas si tu devrais, mais tu pourrais. Je pourrais. Et j'y arrive. Pourrais. Et j'y arrive pas. Mais qu'est-ce qui t'en empêche?
franchement, je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'on voudrait revenir en Europe parce que aussi le fait d'être loin de notre famille et tout, c'est juste trop dur, tu vois. Ça fait 5 ans et genre on sait qu'on a loupé les dernières années, tu vois. Enfin, moi j'ai loupé les dernières années de mes grands-parents. Ils sont encore vivants, mais je sais que j'ai un peu raté leurs dernières belles années et je veux pas faire ça avec mes parents, tu vois, dans ma vie. Tes parents, ils vont pas mourir tout de suite. Non, mais le père de mon mari, par exemple, a 75 ans, tu vois. Il est assez âgé, donc tu vois, tu fais des calculs, tu te dis, ok, si tu restes 20 ans quelque part, après c'est là où tu vis probablement toute ta vie, tu vois, il y a moins de chances que tu partes, plus tu restes. Je sais pas si c'est français ce que je raconte. Si, je comprends. Et ouais, je sais pas, j'espère que de revenir, de me sentir moins isolée aussi au niveau famille, amis et tout, pourra aider, tu vois, avec tout le reste. Je sais pas. Quoi? C'est dur là? T'as l'émotion qui monte? Ah, tu m'énerves. J'ai rien fait. Je sais, je m'étais dit que j'allais pas pleurer, tu m'énerves. Bon, petite pause émotion. Ouais, ça va mieux. En fait, c'est fou parce que de l'extérieur, moi j'ai l'impression que allé t'inventer une vie et un métier et que en fait tu t'es lancé en fait. Tu vois, ces 5 ans à Los Angeles, ils t'ont permis de pouvoir mettre un pied dans un métier que j'imagine tu kiffes quoi. Ouais. Non, c'est le meilleur. Et là, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé, franchement. Les gens le voient pas, incroyable. mais là ton visage d'un coup d'un seul serait éclair quoi. Ouais. Mais c'est dur pour toi, j'ai l'impression de t'en rendre compte là. Bah, je me rends compte de la chance que j'ai sur mon métier. Mais juste, ouais, il y a un côté... Mais je sens bien que c'est pas. très lié à l'argent, hein, parce qu'il y a un vrai truc qui coince où bah, t'as 60 000 balles devant toi. Ouais. Alors, certes, j'imagine que c'est moins évident. Enfin, vous avez 60 000 balles devant toi, devant vous. Mais en fait, je me dis que cet argent-là... Alors, je comprends vraiment l'idée de... Ok, donc en fait, il va pas y avoir d'argent là qui vont rentrer dans les mois à venir, etc. Mais en fait, à quoi il sert cet argent si c'est pour s'interdire de vivre, quoi? Ouais. Et c'est un peu tout... C'est vraiment... J'ai l'impression que c'est un peu la ligne directrice de plein d'épisodes. Ouais. Et par certains aspects de mon rapport à l'argent aussi. Hein, donc, c'est pas par hasard non plus que j'ai créé ce putain de podcast. Hein, mais... Ouais, non, je suis d'accord. Et j'ai pas envie de mourir et d'être la plus riche du cimetière, tu vois. Je sais plus qui a donné cette expression. Je crois que c'était un des premiers podcasts et j'ai trouvé que c'était trop bien. Ça m'a fait un... Je crois que c'est Coluche qui dit ça, non? Peut-être. Je sais plus. Mais c'est peut-être toi qui l'as dit dans un des premiers podcasts et j'étais en mode, putain, ça m'a juste, ça m'a un peu fait un déclic, je t'avoue, sur accélérer notre timeline pour nous dire, ok, on veut rentrer en Europe, en fait. Parce que, ouais, si je continue dans cette voie-là et que je reste sur Los Angeles, je peux peut-être me faire vachement de thunes. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans mon métier, ce qui est génial parce que c'est un des rares métiers artistiques où tu peux vraiment te faire beaucoup d'argent et au final avoir une carrière qui est assez longue et en vrai assez stable si t'as un peu de bol. Si tu travailles... Si t'arrives à trouver un agent, si t'arrives à avoir du réseau, enfin, il y a moyen, tu vois. Mais j'ai pas envie d'investir aux États-Unis en fait mon argent quoi. Okay. J'en suis venue à professionnellement c'est génial. Personnellement sur la vie, sur la qualité de vie, j'aime pas. Achète un appart en France. Ouais, j'ai envie. J'aimerais bien acheter un appart en France. J'ai un pote américain, enfin qui est aux US, qui est français, qui vit aux US, qui a acheté un appart, tu vois, en investissement. Ouais. Où il s'est dit bah c'est peut-être potentiellement mon lieu où je me pointe. Alors il est un peu plus vieux que toi, quoi, tu vois, mais où quand j'aurai fini ma vie aux US, je viendrai en France et ce sera mon appart, quoi. Ouais. Mais je pense que j'aimerais bien pouvoir y vivre, en fait. Ouais. Genre ça me manque, quoi. Vraiment. Genre ça me manque vraiment. ça se sent. Et enfin, je sais que j'ai des potes qui vont m'écouter, nos amis qui sont aux États-Unis avec nous et qui bossent un peu dans le même milieu.
qui vont dire vas-y, tu vas revenir à Paris, tu vas voir, ça va te saouler au bout de 2 mois. Mais je pense pas en fait. Je pense pas, tu vois. Ok. Moi, de la même façon, je me demande si dans 5 ans, eux, ils en auront pas ras le cul de Los Angeles, tu vois. On verra, on verra qui a raison. Bon, il y a pas de raison, hein, mais. Mais j'espère pas en vrai parce que, enfin, eux, ils sont super heureux de leur vie là-bas et c'est génial. Et j'ai juste l'impression que c'est pas pour moi en fait. Et je pense pas avoir fait une connerie, tu vois, en allant là-bas. Mais je pense que ça a fait bouger des choses et ça a changé des trucs dans ma façon de voir la vie en général et pas mal l'argent. Potentiellement plus en mal qu'en bien en fait. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que pour beaucoup de gens, c'est complètement l'inverse en fait. T'as tellement de gens qui vont aux États-Unis et qui te disent mais c'est un monde de possibles incroyable, c'est génial, j'ai jamais gagné autant de fric de ma vie, et qui vraiment vivent ça à fond. Et moi j'ai vu juste il y a de ça, mais je trouve que les aspects négatifs, ce que tu payes pour avoir cette vie, pour moi c'est trop cher. Et tu payes quoi? Je trouve que tu payes ta qualité de vie, tu payes tes relations avec ta famille, tu payes tes relations avec beaucoup d'amis. C'est très difficile de se faire des amis à Los Angeles parce que les gens sont là pour se faire des relations de travail, ils sont pas là pour se faire des potes. Et pour le coup, c'est pas que moi qui dis ça. Enfin, même les Américains qui viennent s'installer à Los Angeles ont vachement de mal à se faire des potes. Donc du coup, on est un peu plus isolés. Tu vois, nos seuls vrais potes, c'est des Français. Ouais. Et pourtant, on n'est pas spécialement proche de la communauté française. C'est parce que c'est des gens que Raymond connaissait d'avant et qui sont venus s'installer à Los Angeles. Raymond, c'est ton gars. Pardon, oui, Raymond, c'est mon mec. Donc ouais, tu payes ça et aujourd'hui, je trouve que c'est trop en fait. Tu payes le fait qu'il faut tout le temps prendre ta voiture. Tu payes le fait que du coup tu marches plus. Tu fais plus de vélo. Enfin, tu le fais, mais c'est pour faire du sport. Ouais. Tiens, quand tu genre là, tu vois, je me suis acheté une montre, un truc Garmin, machin pour faire du sport. Et par curiosité, je la mets là quand je suis à Paris cette semaine et juste de venir chez toi. J'ai fait le nombre de pas que je suis censée faire dans la journée, tu vois. Ouais. Mais je galère tellement à faire ce nombre de pas quand je suis chez moi à Los Angeles, en fait. Bah oui, c'est impossible. C'est juste, c'est hyper galère parce que ouais, t'as pas besoin, enfin, tu marches quasiment pas. Nous, on marche, on va de chez nous au centre-ville parce qu'on habite à Glendale, qui est une petite ville au nord-est de Los Angeles, qui fait partie de la commune de Los Angeles, mais qui est pas dedans. Et du coup, il y a un centre-ville. Il y a un centre commercial en plein air qui fait office de centre-ville. Et on y va à pied. Ça nous prend 25 minutes à pied. Mais on est régulièrement les seuls à marcher sur le trottoir. Et genre, je me dis, c'est fou, quoi. Il y a la rue devant chez nous, elle a 5 voies. Bah voilà. oui. C'est tout un truc de qualité de vie globale qui, je trouve, commence à devenir trop cher, en fait. Pour ce que tu gagnes derrière avec le boulot, et sachant que le boulot que je fais techniquement est faisable aussi ailleurs en fait. Même si t'as pas les mêmes opportunités, t'as pas les mêmes boîtes, t'as pas les mêmes moyens ou les mêmes revenus, tu peux, c'est pas un truc qui est vraiment très spécifique où tu peux pas bouger, quoi. Donc, ouais. Ok. On n'a même pas parlé de ton premier souvenir. Ah ouais, je crois que c'est quand j'avais 6 ans. Ouais, 5-6 ans. J'avais une nounou quand j'étais petite, parce que ma mère bossait encore. Et donc, du coup, j'allais régulièrement chez elle. C'était notre voisine. Et on a déménagé parce que mon petit frère est arrivé. Et du coup, j'allais plus la voir. Et elle m'a donné un billet de 100 francs à l'époque. Et c'était fou, tu vois. Et je l'ai pas dépensé. Et c'était con, parce qu'après, on est passé à l'euro. Je suis allée changer mon billet de 100 francs. J'étais trop heureuse. J'avais 7 ans. Je suis allée changer mon billet de 100 francs et j'ai eu 15 euros. Et ça m'a tuée. J'étais en mode, mais pourquoi?
C'est pas juste. Pourquoi j'ai moins? Je peux plus rien acheter maintenant avec. Ouais. Ça, je crois que c'est un gros souvenir. C'est tellement marrant, ça. Du coup, après, je cachais des pièces. Et ben, un autre truc aussi que je faisais quand j'étais petite, c'est que je planquais des pièces dans... J'avais plein de petits porte-monnaies. Parce que j'aimais bien les porte-monnaies. Et j'avais plein de petits porte-monnaies avec genre des perles dessus, des trucs et des machins. Et je les cachais. Je mettais des pièces dedans. Et après, je laissais les porte-monnaies dans mon placard. Et je les oubliais. Et j'y touchais plus, genre pendant 2 ans. Et j'étais trop heureuse 2 ans plus tard, tu vois, de retrouver et d'avoir, oh, j'ai 2 € en plus, tu vois. Et donc, t'étais déjà en mode Picsou à l'époque? Ah, mais écureuil de ouf. Gros problème. Ok. Donc, l'oncle Picsou, en fait, il est pas heureux aux États-Unis. Et j'essaie d'apprendre. C'est pour ça que j'adore ton podcast. Je l'écoute beaucoup. Parce que j'ai l'impression que ça me fait une éducation à l'argent que j'avais pas avant, en fait. Genre le fait qu'il faut faire circuler l'argent, tu vois. C'est un truc, c'est un concept pour moi, c'est un nouveau concept et je trouve ça, et c'est hyper intéressant et c'est tellement plus logique, tu vois. Mais c'est pas un truc avec lequel j'ai grandi dans ma tête. Mes parents parlent pas beaucoup d'argent, voire pas du tout. Enfin, ils parlent pas de chiffres du tout. Ah, tu sais pas combien ils gagnent, combien... Je pense que ma mère, je peux trouver, tu vois, elle est instite, donc oui. C'est un truc que je peux trouver, mais non, je sais pas exactement combien mon père gagne, je sais pas. Et même quand ils t'ont financé et tout, tu vois, c'est pas une discussion que t'as eu envie d'avoir avec eux. T'as préféré juste. Okay. Non, je sais pas, honnêtement. Enfin, c'est les fêtes. Je crois que dans ma tête, en France, c'est l'occasion. Ouais. Je crois que dans ma tête, je me dis, tu vois, il m'aurait pas dit. Mais en fait, si ça se trouve, oui, tu vois. Je sais pas. J'ai jamais osé en parler avec eux. Ah bah, alors t'es sûr qu'ils t'en parleront pas si tu leur poses pas la question. Ouais. Mais ouais, mais genre j'ai vu des trucs, tu vois, quand j'avais fait j'ai fait 6 mois aux Pays-Bas et ma mère était avec moi pour essayer de trouver un appart. C'était une galère. Et elle avait amené du coup un dossier avec leurs revenus puisque c'était mes garants. Et je me sens qu'elle avait pas voulu que je regarde combien mon père gagnait dessus. Ah ouais. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que je me dis, je sais pas. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, ça a changé. Peut-être qu'il me dirait, je sais pas. Mais c'est sûr qu'il te le dirait. Ouais. Mais c'est pour ça que j'aimais bien à Mademoiselle, parce que, alors je sais que toi après t'as dit que c'était un reflet un peu de tes propres peurs quand tu nous montrais les chiffres et tout. Oui. Mais moi c'était la première fois de ma vie que je voyais des vrais chiffres où je me disais, ah, ok, donc c'est ça que ça fait en fait. Une entreprise, il faut tant. Une entreprise de tant de salariés, il faut tant pour par mois en fait, et c'est comme ça que ça marche, tu vois. Genre d'avoir des chiffres, et pas juste des idées en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui parlent d'argent, mais qui mettent pas de chiffres dessus en fait. Mais en fait, je crois que j'avais une gestion assez saine de Mademoiselle. C'est juste que je crois que la boîte, avec le recul, en gros, je la vendais pas assez bien. Et globalement, ça empêchait de faire ruisseler la thune sur tout le monde, quoi, tu vois. Mais globalement, la boîte, elle a toujours été rentable. Et moi, j'aime bien justement ce truc d'éducation à, en fait, voilà combien t'es payé. Notamment, tu vois, ce que je faisais beaucoup avec les premières salariés ou les salariés qui venaient d'arriver, c'est que j'avais tendance à leur dire, voilà, t'es payé autant, mais en fait, tu payes autant de charges, et voilà moi combien je paye en tant que patron, en tout cas, la boîte paye pour à la fin ton salaire, quoi. Je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir un peu ce point de vue global, mais oui, c'est pas un truc qu'on dit, mais essaie d'en parler à tes parents. Leur dire, je suis allé faire un podcast. Ouais. Non, c'est un truc qu'il faut que je fasse. Et c'est marrant parce que pour le coup, ma belle famille, il n'y a pas du tout ce problème. Parce que pour le coup, eux, ils sont américains. Et donc, je sais que... je crois que ma belle-mère a changé son testament récemment. Et elle a demandé à Raymond de s'asseoir avec elle. Et puis, elle lui a fait un petit décompte de tout ce qu'elle avait et de comment c'était organisé. Et il y avait des chiffres, il y avait des trucs et des machins, tu vois. Et je suis pas restée parce que je trouvais que c'est pas pour moi, tu vois. Mais cela dit, je crois qu'elle s'en foutrait, tu vois, si j'étais restée pour écouter ça, en fait. Oui, parce qu'en plus, vous êtes mariés. Oui, en plus, on est mariés, donc du coup, techniquement... Enfin bref, mais j'ai pas envie forcément de penser à ça, tu vois, mais t'as pas envie de penser à quoi? Au fait que sa mère va disparaître, c'est ça? Un jour, ouais. Ouais, mais alors là, si on commence à parler de la peur de la mort, je suis là pendant toute l'après-midi. Hein. Mais... Des os, pas des os, mais en fait, il semble y avoir de ça. Derrière, t'as peur de la maladie, enfin, tu vois. Ouais. Pardon, vous te faire pleurer, mais
C'est juste, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, que tu viennes projeter sur l'argent, la maladie, tu vois, la sécu, Ouais. les pépins de santé, Ouais. tu vois. Non, c'est vrai que, je projette beaucoup de choses négatives dessus, plus que de choses positives, alors que pourtant, actuellement, j'ai principalement eu des choses positives liées à l'argent, tu vois. J'ai mon salaire qui a augmenté, j'ai un super taf. Tout ce que tu me racontes là, c'est plutôt ton parcours. Certes, ça a mis un peu de temps, tu vois, mais putain, meuf, en 5 ans, t'as fini par arriver, et encore, pendant 1 an, si j'ai bien compris, t'as pas pu bosser et tout, donc en vrai, t'as foutu un pied dans la porte dans un endroit où même plus qu'un pied dans la porte, t'as d'abord foutu un pied dans la porte, puis après t'es rentré dans la writer's room, quoi. Ouais. Non, je sais que c'est Mais bon, c'est si triste. Non. Non, je sais, c'est fou. C'est fou. Et c'est trop bien. Et en même temps, ça fait peur. Oui. Voilà. Et tu sais quoi ? À la fin, on meurt. Ouais, je sais. Donc vraiment, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi ? Ouais. Et c'est pour ça qu'on veut rentrer en France. Ouais. J'ai bien compris. Ouais. Je sais pas, je me dis tellement qu'il y a tellement de gens qui vont me lyncher là-dessus. Mais enfin, pourquoi ? Je sais pas, genre envoyez-moi des messages, ces gens-là. Je veux bien vous avoir dans mon podcast. Non, mais c'est vrai, en fait. Pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'elle est why, tu vois ? J'ai une dernière question pour toi. Ok. Pourquoi t'as peur que les gens ils te lynchent ? Qu'est-ce que t'en as à foutre ? Je sais pas, parce que j'ai l'impression que les gens qui, les gens qui migrent aux États-Unis sont assez virulents après sur leur choix d'émigrer aux États-Unis. Et si tu dis que ça te plaît pas, ils sont en mode rentre chez toi. C'est ce que tu vas faire, non ? C'est ce que je vais faire de toute façon, mais ouais. Je sais pas. Un peu de nuance dans la vie. C'est pas complètement nul. J'ai une question pour toi. La dernière. En gros, c'est tiré de ce bouquin et du podcast qui s'appelle Trouver sa raison d'être, parce qu'on en a fait un podcast de ce bouquin. Je vous invite à aller l'écouter, surtout si cet épisode est diffusé en début d'année comme c'est a priori prévu. Ça permet de pouvoir trouver sa raison d'être et son élan de vie. C'est 30 jours, 30 questions. Je sais pas si t'as acheté une oreille, mais c'est hyper intéressant comme question. C'est des questions vraiment... Jour 22. Ok. Pour quelle chose est-ce que je dépense mon argent de façon déraisonnable selon moi, mais tellement satisfaisante ? Et pourquoi ? Pour des cadeaux pour les gens. Genre là, il y a la période des fêtes, tu vois, mais j'ai pas compté du tout combien je dépensais pour les cadeaux pour les gens, en fait. Et juste, je voyais un truc, j'étais en mode « Ah putain, ça serait trop bien pour cette personne. J'ai déjà un cadeau. Bah, c'est pas grave. Je vais l'acheter quand même. » Et ça me fait plaisir. Et pourquoi ? Parce que... je pense qu'il y a aussi un truc de genre... Peut-être j'essaierai de faire un peu plus gaffe plus tard, mais là j'ai encore un boulot et du coup je peux me le permettre, tu vois. Et du coup il y a un truc de... Je sais pas, je suis contente de faire plaisir aux gens, quoi. Ok. Ouais. Merci Lucille. Bah merci. C'était super. Désolée d'avoir pleuré. Excuse-toi de vivre. Excuse-toi d'avoir des émotions, franchement. Je déteste que des gens aient des émotions dans mon podcast. C'est honteux. C'est ridicule. Mais non, pas du tout. Enfin, c'était trop chouette. Bah, merci d'être venu raconter ton rapport à l'argent et à Hollywood. Et à Hollywood. Et puis, je te souhaite une belle vie. Je vous souhaite une belle vie à tous les deux. Merci. Alors, petite note, on a enregistré le podcast il y a à peu près 2 semaines. Et depuis, j'ai discuté avec mes parents d'argent, comme Fab l'avait conseillé. Et eh bien, bonne nouvelle, on en a parlé. On a parlé de combien est-ce qu'ils gagnaient. Je n'aurais pas demandé si j'avais le droit d'en parler dans le podcast, donc je ne vais pas donner de chiffres. Mais ça m'a fait énormément de plaisir et énormément de bien de pouvoir discuter avec eux de tout ça. J'ai l'impression qu'on a mis à plat beaucoup de choses. C'était aussi intéressant parce qu'on a pu parler du rapport à l'argent qu'avaient mes grands-parents, certains oncles et tantes, parce que une chose que j'ai pas mentionnée dans le podcast, mon père effectivement est ingénieur électronique, mais c'est aussi un transfuge de classe, comme Fab en avait parlé dans les premiers podcasts. C'est-à-dire que ses parents, lui, mon grand-père était cheminot.
Donc c'est vraiment famille d'ouvriers et c'est le premier à avoir vraiment fait des longues études dans la famille. Donc il y a une gestion de l'argent qui est un petit peu différente dans ma famille versus chez mes grands-parents ou chez certains de mes oncles et tantes. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant et du coup j'encourage tout le monde à discuter d'argent avec sa famille parce que ça aide beaucoup. Et bizarrement, ça met énormément de choses à plat et ça explique beaucoup de choses sur soi et sur tout l'argent, toute la gestion en fait qu'on peut avoir et les relations qu'on peut avoir dans sa famille. Voilà. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.